viens de commettre une très grave erreur. Tu as activé ma carte piège. J'aurais dû le savoir. Aïe aïe aïe, moi qui prends d'ordinaire beaucoup de plaisir à être de très mauvaise foi, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Surtout si j'ai pour objectif d'un jour palper de la moula grâce à YouTube. Alors là, je suis au max. On associe un titre putaclic et une licence connue sa mère pour finalement allègrement lui cracher dessus pour trigger les imbéciles dans l'espoir de générer du clic. La recette ultime pour réussir sur internet, inspirée des meilleurs. C'est parti pour percer avec de la science et des insultes, ou pas. Et juste produire du contenu honteux qu'on s'amusera à me rappeler dans quelques années. Puis, faut bien que tout le monde prenne sa part. C'est pas parce que je suis un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux que je ne dois pas fustiger son univers de temps à autre comme le dernier des enculés. En effet, la physique est dure, mais c'est la physique. Alors, si on s'en tient stricto sensus au titre de la vidéo, on s'attendrait plutôt à un calcul savant d'à quel point l'anneau unique est résistant, mais ce serait oublier que le pire ennemi de la science, juste après la religion, c'est bien la magie, quoique parfois la frontière entre les deux devient extrêmement floue. En effet, la magie, à l'instar de la religion, suppose des phénomènes inexplicables, non pas qu'on ne puisse pas encore les expliquer scientifiquement, mais bien qu'ils ne sont pas entendables par l'esprit humain. Il n'y a rien à comprendre, pas besoin de raisonner, de tirer des lois, d'expérimenter. Tout ce que l'on a déduit, toute notre connaissance, le concept même de logique se trouve totalement balayé. C'est pourquoi il est difficile, voire impossible, et surtout inutile de chercher à raisonner scientifiquement à propos des phénomènes purement magiques de films ou de séries. Par exemple, il n'y a aucun intérêt à se demander quelle est l'énergie nécessaire à fournir pour faire un Avada Kedavra. La réponse est déjà si simple. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique. De même avec l'anneau. À quoi bon? Le machin est associé à une prophétie ou à une connerie du genre, et le seul truc qui peut le détruire, c'est le feu de la montagne du destin. On va pas épiloguer des heures pour savoir de quoi il pourrait être fait, si de toute façon, tout est magiquement biaisé. Mais du coup, si c'est pas de l'anneau dont je vais parler, de quoi pourrait-il bien s'agir? Je vais en fait vous parler d'un truc assez différent, mais qui a vite fait un rapport. On va discuter du fait que les hobbits sont génétiquement faits pour être des toughers de l'extrême, capables de survivre sans séquelles à la plus énervée des rave parties, parce qu'ils ont des tympans d'une résistance inouïe. Alors, quand je parle de hobbits, puis de tympans, on peut s'attendre à ce que je m'intéresse aux scènes avec les Nazgûl, qui crient genre vachement fort et vachement aigu, tellement qu'ils cassent les couilles et les oreilles de tout le monde. Et bah en fait non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. On pourrait par exemple parler vite fait d'effet Doppler, attendu que le Nazgûl se déplace à grande vitesse, tout en gueulant ses grands morts en ski. On devrait normalement entendre une nette variation de fréquence, un peu comme une sirène de voiture de police ou de camion de pompiers. On aurait un truc du genre. Mais on pourrait arguer du fait que l'on n'a pas vraiment de référence auditive claire. C'est difficile de suivre le point de vue auditif de chaque personnage présenté successivement, sinon ce serait rapidement le merdier, ça deviendrait très vite confus. Donc, oui peut-être, mais non pas vraiment. En fait, on va discuter de la scène de la dernière marche des Ents, une scène culte s'il en est. Alors, on a le petit père Sylvebarbe, qui l'a mauvaise qu'on ait rasé littéralement sa famille, et qui insulte tous les grands morts de Saruman, dans un lourd beuglement bovin, digne du cri d'un paysan du Gers, à qui on aurait piqué un morceau de fromage. Le truc, c'est que ce cri du cœur semble être aussi un message à tous les poteaux arbres de la région. Et ce cri doit porter super loin pour que les Ents aux alentours du gouffre de Helm soient au courant, et vous vous doutez bien que même si vous gueulez votre maximum, votre voix ne porte pas forcément super loin. Du coup, il faut bien que Sylvebarbe produise un son d'une puissance de proportion biblique pour que l'on puisse l'entendre d'aussi loin. Mais ce qu'on veut, ce sont des chiffres, des comparaisons, des analyses, un peu de science quoi. Avant toute chose, on doit établir un modèle qui décrit ce phénomène d'atténuation de la puissance sonore en fonction de la distance entre l'émetteur du son et son récepteur. On suppose que Sylvebarbe est une source ponctuelle d'une onde sonore, d'un son que l'on considère comme pur. On place cette source à l'origine et on appelle P0 la puissance qui la caractérise. On suppose que le son est émis de façon isotrope, c'est-à-dire qu'aucune direction n'est favorisée. On a toutes les clés en main pour faire nos petits calculs. Mais pour ce faire, il nous faut quelques données. Déjà, la fréquence, que l'on a supposée unique, du son émis, parce qu'il s'avère qu'un son sera plus ou moins absorbé suivant qu'il est plus grave ou plus aigu. En effet, vous avez sans doute remarqué que lorsque votre voisin crackhead complètement défoncé au plâtre et aux herbes de Provence organise une rave party dans son jardin, ce qui vous casse les couilles, ce sont les basses, qui sont bien moins atténuées par l'atmosphère que les hautes fréquences. On cherche donc une fréquence représentative du beuglement de Sylvebarbe, et pour ça, on peut remercier le taf du petit père Fourier, qui nous dit qu'un signal périodique peut se décomposer en somme infinie, en série, de signaux sinusoïdaux d'amplitudes différentes, et dont les fréquences sont multiples de la fréquence fondamentale. On enregistre le cri, Wizard should know better.
Et on utilise le meilleur logiciel de la Terre et du Soleil, j'ai nommé Regressi. Bim bam boum, on obtient le graphique suivant et on remarque que le fondamental à 507 Hz est, de loin, le signal sinusoïdal composant le cri qui a l'amplitude la plus importante, ce qui nous conforte dans notre supposition d'un son pur. De plus, c'est une fréquence relativement faible, et donc assez petit pour que le message porte. S'il avait crié très aigu, comme si on lui avait pincé ses énormes couilles moussues de chaîne séculaire, le son se serait, comme on l'a dit précédemment, atténué beaucoup plus vite. Ou pour être plus précis, sur une distance beaucoup plus courte. Il faut aussi un peu parler de la portée maximale de la voix de Sylvebarbe. Et en fait, c'est ici que les vraies approximations se font. Est-il audible grosso modo jusqu'en Isengard, comme le suggère ce plan, où les arbres bougent juste après son appel à une distance que l'on peut estimer comme étant similaire à celle d'Isengard-Sylvebarbe, ou bien jusqu'au gouffre de Helm, car on voit dans cette scène disponible dans la version longue qu'il y a des Ents dans une forêt à genre 100 mètres du mur du gouffre. Comment on estime ces distances? Bah rien de plus simple. On n'est pas non plus obligé de faire des trucs de ouf à chaque fois. Là pour le coup on va simplement regarder une carte qui a le bon goût d'avoir une échelle et on relève bêtement les valeurs évoquées précédemment. Voilà, il ne nous reste plus qu'à trouver de belles formules pour en déduire ce qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien l'intensité sonore du cri à plus ou moins 1 mètre de distance de la source, soit la distance à laquelle se trouvent Merry et Pipin de la bouche de Sylvebarbe, parce que l'on cherche à avoir des décibels pour que ça soit un peu parlant. Et on définit les décibels ainsi. L, l'intensité sonore, est égale à 10 log de I sur I0, où I est la puissance par unité de surface de l'onde sonore et I0 une puissance surfacique de référence. On a I0 est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré pour une fréquence de 1000 Hz. On va estimer que pour biter un broc de ce que peut bien raconter Sylvebarbe, il faut avoir un volume sonore entre 30 et 40 décibels, ce qui est très peu. C'est le genre d'intensité sonore du bruissement des feuilles dans les arbres ou d'un chuchotement. Et ça me paraît raisonnable que dans une forêt, il faut que le message soit au moins au même niveau que le putain de bruissement des feuilles. Et puis, c'est sans considérer que les Ents sont pas trop durs de la feuille. Oh putain, je suis trop marrant, c'est un truc de ouf. Bref, on cherche donc I qui varie en fonction de la distance à la source, qui n'est autre que PO divisé par la surface de la sphère de rayon R, soit 4πr², programme de troisième, toi-même tu sais, dans la mesure où la source émet de façon isotrope, donc à la même vitesse, de la même façon, dans toutes les directions. Donc finalement, on a juste à trouver PO pour finalement trouver la valeur des décibels que se tapent nos hobbits. On se dit qu'il faut au minimum que Sylvebarbe soit entendu à une certaine distance. D. La distance D. L'une des deux relevées précédemment. Donc il faut que 10 puissance 3 IO, l'intensité sonore correspondant à 30 décibels, soit égale à PR sur 4πr au carré. Et il ne nous reste plus qu'à déduire une expression de PR en fonction de P0. C'est là qu'on fait un peu de physique. Nice. On établit un bilan en énergie entre deux sphères de rayon R et R plus dr. Vulgairement, on regarde comment varie dans le temps l'énergie quand elle passe dans cette petite couche d'épaisseur dr. On a entre deux instants t et t plus dt, d de delta E, la variation d'une petite quantité d'énergie, est égale à une toute petite quantité d'énergie échangée plus une toute petite quantité d'énergie produite. Ce bilan en moyenne temporelle conduit à 1 sur t de l'intégrale entre 0 et t de la petite variation de la petite quantité d'énergie, qui est égale à 1 sur t de l'intégrale entre 0 et t de delta PE dt, plus 1 sur t de l'intégrale entre 0 et t de delta PT dt. D'où 0 est égal à la moyenne temporelle de delta PE plus la moyenne temporelle de delta PP. Or, c'est là que c'est important, le terme de production est algébrique et peut aussi bien traduire un phénomène d'absorption. On cherche un petit peu dans la littérature scientifique et on trouve que l'on peut exprimer la puissance absorbée par l'épaisseur dr par PR fois un facteur B fois l'épaisseur dr, avec B homogène à des μ-1 et donné par l'expression B est égal à alpha f carré plus bêta f. On voit bien que l'absorption varie en fonction de la fréquence et qu'elle est plus importante quand la fréquence est grande. Les valeurs alpha et bêta caractérise la capacité du milieu à absorber la puissance sonore et elle varie en fonction de tout plein de paramètres genre type du fluide, température, pression, hygrométrie, etc. Mais on trouve facilement ces facteurs dans un handbook pour des conditions standards du style l'air à qui on fout la paix et pour une hygrométrie de disons 50%. On a donc 0 est égal à P de R moins P de R plus dr moins BPR fois dr, ce qui équivaut à 0 est égal à moins dp sur dr fois dr moins BPR fois dr. Green. D'où dp sur p est égal à moins BDR. On intègre entre l'origine et une cote R et on obtient la fonction P de R est égal à P0 fois exponentielle de moins BR. Et donc on en déduit IR est égal à PR sur
4πr au carré. Donc IR est égal à P0 exponentielle de moins BR sur 4πr au carré. Pour connaître PO, rien de plus simple, il faut que le cri soit audible à une distance D, donc il faut que ID soit égal à 10 puissance 3 I0, donc P0 est égal à 4πd au carré fois IO, le tout sur exponentielle de moins BD. On peut finalement réinjecter cette fonction évaluée à 1 mètre de la source dans l'expression du volume en décibels, et comme d'hab, on simplifie le merdier. On obtient donc 10 log de 10 puissance 3 D sur R au carré fois exponentielle de B facteur de D moins R. C'est bon, après toutes ces péripéties mathématiques, on va enfin utiliser notre belle calculatrice pour l'application numérique. Vous la connaissez, la fameuse Casio Collège, et on peut obtenir les valeurs tant recherchées. Bah, putain de merde, c'est pas trop tôt. Et là, plot twist, les valeurs sont tout à fait cohérentes. Non, je déconne, mais c'est pas non plus quelque chose d'absolument aberrant. Pour la plus petite distance des 1, on trouve un son à plus de 140 décibels, à 1 mètre de distance. Et pour la plus grande, on dépasse largement les 150 voire 160 décibels. Et encore, ce résultat est vraisemblablement en deçà de la réalité. On ne prend pas en compte dans ce modèle la dissipation d'énergie par diffraction. Et putain que dans une forêt, doit y en avoir de la diffraction. On peut être pourtant étonné par le fait qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux distances. Mais ce serait oublier le fait que les décibels constituent une échelle logarithmique. Et en fait, une augmentation de 3 décibels correspond à doubler l'intensité sonore. Mais bon, dans les deux cas, il t'arrive des bricoles si tu t'exposes à des sons aussi forts. Et on peut les comparer avec des exemples de la vie courante. Mais bon, si on cherche un peu, on se rend compte que les gens ne comprennent pas grand chose aux réalités physiques. Parce que donner un volume en décibels sans préciser une notion de distance a environ autant de sens qu'un épisode de Bob l'éponge sous crack. Ça veut dire quoi, avion au décollage? C'est genre à 100 mètres, 10 mètres ou la tête dans le réacteur? Une claque pile dans l'oreille produira un son perçu comme 1 milliard de fois plus fort que le décollage d'un Rafale à 1 km. Enfin bref, si on s'intéresse aux sources qui font au moins semblant d'être sérieuses, on se rend compte qu'on est grosso modo sur un décollage d'A380, la joue collée au réacteur. Et puis, c'est pas comme si c'était super bref et ponctuel. Là t'as genre bien le temps de dire adieu à tes tympans, ou plutôt de hurler de douleur tout en sentant un liquide chaud couler de ton appareil auditif à jamais détruit, une douleur lancinante te traversant le crâne de part en part. Puis tu tombes assez rapidement dans les pommes, tu te réveilles complètement sourd, et vraisemblablement mort piétiné par la dernière marche des Ents. Et bah du coup, tu te réveilles pas. Et on peut aussi se demander à quelle distance on doit être pour juste souffrir mais pas mourir. On peut faire des petits calculs à partir de l'équation précédente et on devrait trouver une distance de l'ordre de la centaine de mètres. Voilà, donc Mary et Pipin qui supportent ça banal sans même avoir l'amabilité de faire semblant d'être gênés, c'est un peu abusé. À moins que leur appareil auditif sont en fait béton. Mais alors, s'ils sont si costauds des oreilles, pourquoi est-ce qu'ils font leur victime avec les Nazgûl? Eh bien ça doit être de la stratégie Hobbit pour leurrer l'adversaire, et en fait ils sont juste beaucoup trop malins. Tout compte fait, le Seigneur des Anneaux, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est giga cohérent. Puis, faut bien que tout le monde prenne sa part. Je n'ai jamais dit ça. J'espère que ça vous a plu, et que maintenant vous avez pu saisir en substance la notion de décibels. Abonnez-vous, pouce bleu, mettez la cloche, faites un virement, et à plus sur les bus.